Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, c'est le début de notre série en 3 parties sur le Panchakarma, et pour en parler, nous recevons Dorothée Correa, praticienne en Ayurveda. Nous allons parler de la cure ayurvédique, du point de vue du praticien, ensuite du point de vue du médecin, et ensuite un témoignage pratique de quelqu'un qui a reçu un Panchakarma en Inde. Bonne écoute. Bonjour Dorothée. Bonjour Lorraine, bonjour Nathalie. Alors Dorothée, nous t'avions déjà reçu dans l'épisode 5 du podcast. On avait parlé de développement personnel avec toi. Aujourd'hui, nous te recevons pour cette série sur le Panchakarma et donc tu vas nous donner ton point de vue de praticienne en Ayurveda sur le Panchakarma. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours en quelques mots ? Oui, alors donc moi je suis praticienne Ayurveda depuis un petit peu plus de 15 ans. J'ai été formée en Inde parce que je m'y trouvais. En fait, mon mari avait une proposition de poste là-bas et on y est resté à peu près 2 ans. Et c'est durant ces 2 ans que j'ai fait ma formation au départ à titre complètement personnel. Et puis en rentrant en France, je me suis dit pourquoi pas commencer à pratiquer. Donc d'abord dans un centre avec du yoga, avec de l'esthétique, quelque chose qui était vraiment très proche du wellness. Et puis depuis une dizaine d'années maintenant, vraiment en accompagnement personnalisé. Tu es en région parisienne, Dorothée, c'est ça ? Oui, mon cabinet est à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, juste à côté du RER, proche du château, dans un endroit assez sympathique. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons dit en intro, nous te recevons pour parler Panchakarma. Est-ce que tu peux d'abord expliquer à nos auditeurs ce que signifie ce mot en sanskrit ? Alors, Panchakarma en sanskrit, c'est la composition de 2 mots. C'est Panch qui veut dire 5 et Karma qui veut dire action. Donc ça veut dire les 5 actions. Le Panchakarma, en fait, est là pour réjuvéner, on va dire, la réjuvénation. Il n'y a pas vraiment de mot en français, si ce n'est rajeunissement, mais on n'aime pas tellement non plus. En fait, c'est pour remettre un petit peu toutes les énergies, tous les tissus, tous les doshas en équilibre. Oui, quand tu parles des doshas, Dorothée, on va juste faire un point pour nos auditeurs qui rejoignent le podcast peut-être et qui ne connaissent pas ce terme de dosha. On en a beaucoup parlé dans l'épisode 2 qui est consacré aux doshas, Vata, Pitta, Kapha. Ce que tu viens de nous expliquer, c'est que le Panchakarma, c'est une thérapie de purification en fait, qui est destinée à purifier le corps, à éliminer les doshas qui sont responsables des maladies. C'est quoi exactement les bénéfices du Panchakarma ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on va éliminer les doshas ? Alors, quand on dit qu'on va éliminer les doshas, c'est-à-dire qu'on va réussir, on va pas faire sortir les doshas du corps, mais on va réussir à éliminer le trop-plein. C'est-à-dire que si c'est les excès, surtout, qui vont être pris en compte. Donc, on va réussir à éliminer le trop-plein. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'excès. Donc, sortir quand il y a trop de pitta au niveau des intestins, quand il y a trop de kapha dans le plasma. Voilà, c'est en ça qu'on parle de purification, c'est-à-dire que le principe en Ayurveda, c'est que nous avons ces doshas, ces humeurs qui sont dans les différents tissus, dans les différents organes, et parfois il y a un excès
par exemple, au niveau intestinal, quand il y a un excès de pitta, ça va donner une inflammation. Donc l'idée de purifier, c'est d'aller plutôt, moi j'utiliserais le terme de pacifier le dosha. C'est pour aller calmer en fait et équilibrer ce dosha qui est plus présent par exemple dans la zone en question. Par exemple là si tu parlais d'inflammation au niveau du système digestif, du coup on va aller faire des soins et une cure pour aller pacifier les inflammations au niveau du système digestif. Exactement, c'est-à-dire remettre le dosha, remettre l'humeur dans son bon sens, dans son bon fonctionnement, pour que notre système immunitaire, justement, ne soit pas agressé et que ça vienne se pacifier. Donc, il y a le terme de purification, le terme de pacifier aussi, qui est important, le terme d'équilibrer. Alors, après, les différentes étapes font effectivement qu'on parle de sortir le dosha, le sortir de la place où il ne devrait pas être. Mais c'est pas quelque chose de facilement appréhendable. Justement, on peut parler des 3 étapes, pardon. Dans l'épisode l'épisode suivant qu'on fera avec le médecin, on va parler en détail des 5 actions du Panchakarma. Donc, j'invite les auditeurs à mettre ça à leur calendrier, que dans 15 jours, donc l'épisode suivant, on sera avec le médecin qui nous expliquera vraiment le processus du Panchakarma. Mais en tout cas, toi, Dorothée, tu peux nous parler des 3 étapes du Panchakarma. Donc, en fait, il y a une préparation physique et mentale avant le Panchakarma. Ensuite, il y a le Panchakarma en lui-même. Et ensuite, on vient, après le Panchakarma, pacifier le corps et pacifier l'esprit. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une explication déjà des 3 étapes du Panchakarma? Alors, l'idée souvent que l'image que je donne, c'est que dans un premier temps, on va aller chambouler un petit peu notre système dans sa fonction régulière. C'est-à-dire que puisque ça a amené des toxines, puisque ça a amené des dysfonctionnements, ça veut dire que quelque part, ça marche pas comme il faut. Donc, on va commencer d'abord par stopper. Donc dans la première partie du Panchakarma, les ongles poussent moins vite, les cheveux poussent moins vite. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller défaire les toxines, d'aller bouger toutes ces toxines pour qu'elles se détachent progressivement des cellules et qu'elles arrivent donc soit, alors par exemple, on peut prendre du beurre clarifié, soit on peut faire des purges. L'idée, c'est vraiment d'aller bouger un petit peu toutes ces toxines, de les amener au niveau soit de la peau, soit du système digestif. La deuxième partie, c'est d'aller justement faire remonter ces toxines pour qu'on puisse les faire s'évacuer par les pores, les faire s'évacuer par le système digestif. Donc là, on a des bastilles, donc soit là, c'est des vraies purges où on évacue par le bas, soit on évacue par le haut, par des vomissements. Et ensuite, on lave légèrement l'intérieur et puis on permet d'avoir, qu'on appelle ça, de renourrir petit à petit le corps. Donc trois parties, c'est vraiment, on arrête le fonctionnement logique du corps, on fait bouger un petit peu toutes ces toxines, on les évacue par les massages, par les purges, par justement les 5 étapes du Panchakarma. Et petit à petit, on renourrit le corps, enfin on lave, on renourrit le corps. Et du coup, pour les personnes qui souhaiteraient faire ce type de cure, est-ce qu'il y a des recommandations à suivre avant d'aller en Panchakarma et également après le Panchakarma? Alors ça dépend si les personnes vont suivre un vrai Panchakarma. C'est-à-dire que si les gens partent, par exemple, pour 6 semaines, ils peuvent faire 1 semaine, 10 jours de visite en Inde et ensuite, ils vont faire leur cure. Et là, ils sont pris en charge durant effectivement les 4 semaines de Panchakarma. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire à la maison avant. Parce que ça va être fait petit à petit. Toutes ces 3 étapes vont être faites sur place. Donc, c'est toujours important de savoir qu'un vrai Panchakarma, c'est minimum 21 jours. C'est vraiment le minimum. Le mieux, c'est 28.
sur place. Ensuite, si c'est le panchakarma comme on le fait et comme moi je l'accompagne, parce que c'est très compliqué pour les gens aujourd'hui de prendre autant de temps à l'étranger, autant de temps de vacances, à ce moment-là, la première partie peut être faite à la maison. C'est-à-dire tout ce qui est commencer à prendre petit à petit du beurre clarifié, commencer à changer son alimentation, à diminuer son alimentation, donc plus de prise d'alcool, plus de prise de junk food, enfin des choses comme ça. Ça peut être fait avant de partir. Ce qui permet justement, quand on arrive sur place, d'avoir les autres étapes directement pendant la cure. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, en fait, la première partie est faite à la maison. Il y a que la partie du panchakarma à proprement parler, donc des soins, de ces 5 soins qui sont faits sur place. Et ensuite, c'est à la maison qu'on fait tout doucement le reste. Je conseille pas vraiment de faire ça parce que entre-temps, il y a l'avion, il y a le voyage, la fatigue, le fait de rencontrer des gens. Un panchakarma, quand on s'arrête juste à la deuxième partie, on est épluché comme un oignon. Donc, on se sent vraiment très, très fragile. Et il vaut mieux avoir cette semaine sur place où on va remettre petit à petit les choses en place avant de partir. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand souvent il y a des déséquilibres comme ça, où effectivement les doshas sont partis, soit, comme je disais, dans le plasma, dans le sang, enfin dans nos différents datus, dans nos différents tissus, notre corps a combattu aussi. Mais à un moment donné, il a pris, comme quand on porte quelque chose de lourd, au bout d'un moment, on prend le pli, notre corps s'habitue. Et quand on enlève tout ça, il y a effectivement une sensation de légèreté, mais il y a aussi un manque. C'est-à-dire que l'être humain est bien fait. Quand on a des habitudes, ça devient quelque chose qui nous soutient aussi, même si ce sont des mauvaises habitudes. Mais c'est notre manière de nous adapter à la vie, c'est notre manière d'apprendre. Donc, quand on nous enlève tout ça, on a vraiment cette fragilité, on a cette légèreté, mais on a aussi cette fragilité physique et mentale. Comme je vous disais au début, on arrête le processus de renouvellement des cellules, en gros, pas complètement, mais en gros, c'est quand même ce qu'on fait. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec aussi un système immunitaire qui est plus fragile. Donc, il y a la fatigue, il y a la fragilité physique, il y a la fragilité émotionnelle, parce que dès qu'on touche au système digestif, on touche aussi aux émotions. Et tout ça, ça peut effectivement, pour donner un exemple, il y a une jeune femme qui fait des études justement pour devenir praticienne Ayurveda et qui a été faire un panchakarma à Faridabad, donc à Jiva. Jiva était pas complètement, l'université de Jiva était pas complètement terminée, et donc elle s'est retrouvée à finir son panchakarma et puis juste à rentrer chez elle parce que le temps était très très court. Dans l'avion, elle a chopé une maladie, elle est rentrée, elle a été malade pendant 3 semaines. Enfin, et là, elle s'est dit, mais en fait, le panchakarma, c'est pas bon, ça rend malade, mais c'est juste que ça a été fait dans des mauvaises conditions. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère, en fait. Ouais, c'est une aventure et une expérience à part entière. Il faut d'abord bien se renseigner avant de s'engager sur un panchakarma. Et d'ailleurs, comment savoir si on a besoin d'un panchakarma ou du moins si ça peut nous servir et si on peut le tenir également. Comment savoir si on a besoin de faire un panchakarma? Alors, j'ai envie de dire qu'on a tous besoin de faire un panchakarma, sauf si on vit tranquillement dans les Landes ou dans le Verdon et qu'on mange que les produits de sa ferme et qu'on n'est pas du tout mis en contact avec la pollution qu'il y a au niveau de l'environnement. Donc, c'est pas tellement le cas de beaucoup de gens, donc on a tous besoin de faire un panchakarma. À mon avis, c'est une évidence. De la même manière que se purifier régulièrement, faire des purges, faire des diètes, des choses comme ça, on en a tous besoin parce qu'on mange trop, parce qu'on mange des choses qui sont, même si on essaye de faire attention et qu'on mange le plus bio possible, il y a toujours de toute façon quand même des choses qui viennent
que ce soit en termes de pesticides ou d'additifs ou des choses comme ça. Donc, on a tous besoin de faire un panchakarma. Ensuite, le panchakarma, il faut le faire et comment choisir sa cure et comment choisir son lieu, ça va être en fonction aussi de son déséquilibre. C'est-à-dire que même dans les cliniques ayurvédiques, il y a quand même des spécialités. Donc, il y en a qui vont être peut-être plus spécialisés comme pour comme pour notre thermaliste. Dans les rhumatismes, il y en a d'autres qui vont être plus spécifiques au niveau des maladies inflammatoires. Il y en a, voilà. Il y a quand même déjà des spécificités. Donc, on peut toujours envoyer un petit message, un petit mail à la clinique pour leur demander, ben voilà, moi j'ai plutôt de l'inflammation, moi j'ai plutôt des rhumatismes, j'ai plutôt ceci, plutôt cela. Est-ce que ça fait partie de vos spécialités? Et puis lire leur descriptif. Ensuite, il faut bien faire la différence entre un hôtel où on va vous proposer des massages, y compris le Shirodhara, qui aujourd'hui est très utilisé en wellness, et puis une cure où on va vous dire, ben oui, il va y avoir des choses plus intrusives, comme du basti, comme des purges, comme des vomissements, des choses comme ça. Donc il faut pas hésiter à les contacter par mail et à poser des questions. C'est vraiment en posant les questions qu'on va pouvoir définir est-ce que c'est un vrai panchakarma qu'on me propose ou est-ce que c'est une jolie cure avec des massages et ça sera sympathique pour passer des vacances. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste que c'est deux choses différentes. C'est quoi pour toi un vrai panchakarma? Tu viens de dire en posant des questions, on peut savoir si c'est un vrai panchakarma ou pas. Le vrai panchakarma, il va y avoir autre chose que des massages. Il y a forcément à un moment donné de la purge. Donc, soit de façon très intrusive comme le basti, soit uniquement avec des kashayams. Des kashayams, ce sont des décoctions de plantes en sirop. Dans tous les cas, s'il n'y a que du massage, s'il n'y a pas alors le svedana, c'est les bains de vapeur. S'il n'y a pas de bains de vapeur, s'il n'y a pas de purge, s'il n'y a pas de kashayam, c'est pas un vrai panchakarma. Oui, parce que justement, ces bains de vapeur et ces purges, ils sont destinés à... Le bain de vapeur, lui, il va permettre la transpiration, les purges, voilà, tout ça, c'est destiné à faire ça. Tout ça, c'est vraiment destiné à éliminer, évacuer les toxines. Comment on peut faire la différence entre j'ai juste besoin de consulter ma praticienne en Ayurveda ou j'ai vraiment besoin d'aller faire mon panchakarma? Est-ce qu'il y a un niveau, selon toi? J'ai envie de dire que dans tous les cas, commencer par aller voir sa praticienne, c'est quand même une bonne idée. Parce que tout seul, partir tout seul en Inde, faire des soins sur une médecine qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas et qui est si différente de celle qu'on connaît en France, c'est un sacré challenge quand même. Donc, dans un premier temps, aller voir sa praticienne, ça permet déjà aussi toujours d'avoir cet accompagnement sur mais de quel type de panchakarma, de quel type, pour savoir si c'est vraiment quelque chose de profond pendant 28 jours ou pendant 21 jours, ou si quelque chose de 15 jours peut faire l'affaire. Ensuite, si on veut le faire tout seul, la première des choses, c'est tout ce qui est problème digestif. Le corps humain est bien fait. Quand on mange quelque chose, on doit facilement le digérer. C'est-à-dire que notre corps en a fait quelque chose avec création de cellules de sang, de plasma, etc. Et de l'autre côté, il a évacué. Et il a évacué facilement. Je ne répéterai jamais assez, regardez vos stèles. C'est super important. C'est ce qui se faisait même en allopathie avant, du temps d'Hippocrate. On regardait les stèles. C'était vraiment la manière de savoir ce qui se passait à l'intérieur et si on était en bonne santé ou s'il y avait trop de toxines ou s'il y avait pas assez de nutriments ou des choses comme ça. Donc, si on évacue facilement ce qu'on mange, si on digère bien, ça, c'est déjà un bon signe de bonne santé. Et donc, l'inverse, c'est un signe où, effectivement, un panchakarma nous fera du bien. Ça peut se voir par les selles, ça peut se voir par la peau. Tous les problèmes de peau, une extrême sécheresse de peau, beaucoup de boutons, une peau très, 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 très réactive,
avec de l'eczéma, des choses comme ça. Tout ça, c'est les toxines qui essayent de sortir par la peau. Et pareil, c'est un signe qui nous permet de nous dire j'ai besoin d'un panchakarma. Et puis après, il y a toutes les maladies. Hein. L'Ayurveda part du principe que les maladies, la source des maladies, ce sont les toxines, c'est ama. Et donc un panchakarma permet de diminuer toutes ces toxines. Et alors, je ne dis pas que ça permet d'arrêter son traitement, je dis juste que ça vient en complément. Et justement, pour faire ce type de cure qui permettent donc de pacifier les doshas, d'équilibrer un peu son corps et son esprit, est-ce qu'on peut en faire plusieurs fois ou est-ce qu'une fois suffit? Quelles sont les recommandations en termes de périodicité? En termes de périodicité, ça va dépendre de la personne, de sa constitution, et ça va dépendre aussi de l'endroit où elle vit. Quelqu'un qui, par exemple, est de constitution Pitta Kapha, les Pitta Kapha sont une bonne constitution. Le Pitta permet de vraiment bien métaboliser les choses et permet de les évacuer facilement. Le Kapha donne cette stabilité qui permet que le Vata, qui vient déséquilibrer un peu tout et faire que les doshas partent dans les mauvais tissus, est plutôt bien maintenu. C'est des gens qui vont avoir besoin peut-être de le faire une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Encore une fois, ça va dépendre de leur environnement. S'ils vivent dans un environnement où ils font pas de sport du tout, où ils sont hyper stressés, où ils mangent très mal, où ils vivent dans une ville très polluée, le panchakarma aura des effets, mais au bout d'un moment, l'environnement va revenir. C'est-à-dire, c'est comme un tissu, hein. Il est plein de taches, on le passe à la machine à laver. S'il reste utilisé tranquillement, bien, il va pas se ressalir tout de suite. Si on se roule dans la boue avec, faut recommencer. La métaphore est voilà. sympa. Donc on a un corps qui peut être nettoyé par le panchakarma, mais après le tout, c'est l'intérêt aussi quand on le fait, alors soit en accompagnement, soit en tout cas en même temps avec un suivi avec sa praticienne ou son praticien, c'est vraiment de pouvoir se dire, on va pouvoir arriver à la maison, continuer à prendre soin de ce corps qu'on a nettoyé, continuer à en prendre soin. Et justement, donc tu recommandais comme première étape de tout d'abord aller voir son praticien ou sa praticienne à côté de chez soi pour justement se renseigner, savoir si c'est le bon moment pour soi de faire une cure panchakarma. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications également pour certaines personnes qui souhaiteraient aller faire une cure, mais pour qui ce ne serait pas bon? Alors déjà, la première des choses, c'est certaines contre-indications par rapport à l'avion. Si on a des œdèmes ou si on vient de faire un accident pulmonaire, des choses comme ça, il faut faire attention parce que ne serait-ce que prendre l'avion pour y aller, prendre l'avion pour revenir, on va être mis en contact et puis se mettre en danger quelque part. Donc ça, c'est malheureusement la première des choses. Hein, c'est est-ce qu'on peut prendre l'avion de façon sécure. Ensuite, il y a des conditions aiguës qui effectivement ne permettront pas de faire un panchakarma. Mais dans ces cas-là, alors je vais donner l'exemple. Moi, j'ai amené ma maman faire un panchakarma il y a quelques années. Elle était vraiment en condition aiguë, mais j'ai fait 5 semaines avec elle. Donc, on a pris l'avion, on a pu se poser avant de commencer les soins. Les soins ont été faits petit à petit. Au début, elle n'en avait qu'un seul par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on est dans une condition aiguë et qu'on vient et qu'on a le temps, ça peut être adapté. Quand on vient, comme c'est le cas aujourd'hui, pour faire une cure sur 15 jours ou 3 semaines et qu'on est en condition aiguë, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si vous allez parce que souvent les cliniques vont pas vous refuser, vont pas vous dire non. Mais normalement, dès le premier entretien, le médecin doit pouvoir vous dire, écoutez, voilà jusqu'où je vais pouvoir aller avec vous, mais je vais pas pouvoir faire plus parce que vous êtes en condition aiguë et que la condition aiguë, il faut y aller tout doucement.
Ouais, il va ajuster en fait en fonction de ce premier entretien, hein. Il va faire un peu comme un bilan, comme une consultation au final, et il va ajuster ensuite les soins en fonction de ta condition, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que parfois les gens se retrouvent en disant ah mais pourquoi une telle elle a 2 massages par jour et puis moi j'en ai qu'un. Ben oui, mais vous votre condition fait que d'abord il faut en faire un seul, il faut préparer votre corps. Pour certaines elles n'ont pas de massage du tout, elles ont qu'une prise de kachayam, ce dont je parlais là, les euh, les décoctions de plantes très très amères, pas bon du tout au goût, mais qui pour le corps sont super efficaces. Puis ça va dépendre également, il me semble, de conditions sur place, en fonction du climat. Il y a certains soins qui peuvent pas être toujours faits. Aussi pour les femmes qui sont en période de menstruation, je pense que c'est pas toujours recommandé de faire certains soins. Exactement. Il y a aussi pour les femmes, si elles sont durant leur période, il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire. Hein, il y a des soins qu'on ne peut pas pratiquer. Donc tout ça va être c'est vraiment taillé sur mesure. Mais c'est pour ça que je disais, avant de partir et de se dire oh là là, tiens, j'ai vu qu'il y avait une cure et hop, j'y vais. Euh, ne serait-ce que faire une petite consultation Skype avec une praticienne, un praticien, pour savoir est-ce que c'est adapté, qu'est-ce que je dois préparer avant, qu'est-ce que je dois préparer après, comment je dois m'y prendre sur place, ce genre de choses. Après, quand les gens sont sur place, vraiment, c'est du sur mesure. L'Ayurveda, ce n'est que de l'individuel. Hein, si vous arrivez dans un centre où que déjà par mail on vous explique que vous allez avoir le premier jour un Abhyanga et ensuite un Shirodhara et après ceci, sans avoir fait de consultation ayurvédique, c'est du wellness. C'est pas un panchakarma. C'est pour vous donner un goût de, ça vous fera du bien, hein, ça fait toujours du bien. Mais c'est une on n'est pas voilà, c'est une découverte. On n'est pas dans la purification du corps, on n'est pas dans tout ce qui est rejuvenation. C'est pas la même chose. Tu as parlé, Dorothée, uniquement de Panchakarma en Inde. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi on ne fait pas de Panchakarma en France? Oui. Alors, tout simplement parce qu'en France, il y a des soins qu'on n'a pas le droit de faire, notamment en termes de purification. Donc, vous détaillerez un peu plus tous les soins qui sont faits dans le panchakarma, mais en termes de purification, il y a des vomissements, il y a des purges. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a très très peu de cliniques, ou en tout cas dans des cas bien particuliers, qui font les saignées. Mais ça peut être par les sangsues, ça peut être par des choses comme ça. Et donc voilà, en France, c'est des soins qui sont interdits. C'est des soins qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, puisque c'est des soins qu'on n'a pas le droit de faire, à ce moment-là, on peut pas accompagner complètement les personnes. Et puis ne serait-ce que les bastilles, hein, c'est intrusif. C'est ce qui va se rapprocher du nettoyage du côlon. On n'est pas habilité en tant il y a très peu de gens qui sont habilités à le faire. Et puis après, il y a toutes les plantes. Il y en a certaines qu'on peut avoir et qui sont disponibles en France, mais il y en a plein qui ne le sont pas non plus. Et puis d'avoir les plantes fraîches, parce que quand on fait un panchakarma en Inde, c'est dans des cliniques qui ont leur propre jardin, donc ils récupèrent que ce soit le brahmi, que ce soit les écorces d'ashwagandha, les choses comme ça, sont des choses qui sont fraîches, qui sont juste là et donc qui sont beaucoup plus effectives, hein, en termes d'efficacité que ce que nous on peut avoir ici en France. Et il y a le climat également. C'est pas toujours intéressant, mais la meilleure période pour faire un panchakarma, c'est la saison des pluies. Forte saison des pluies ici en France. Alors oui, c'est vrai qu'il pleut tout le temps et qu'il fait souvent gris, mais c'est pas ce qu'on appelle une saison des pluies, hein. C'est pas la même c'est pas la même énergie en termes d'environnement. Et pourquoi c'est bon la saison des pluies pour faire un panchakarma en Inde? Parce que c'est vraiment toute cette
cette énergie kapha, toute cette partie au moment où le kapha se fluidifie et peut s'évacuer, donc toutes les toxines, tout ce qui est ama peut s'évacuer beaucoup plus facilement. Donc un peu l'équivalent finalement de notre printemps quand on a la fonte Exactement. des neiges, les pluies qui vont liquéfier Exactement. le mucus. Voilà. Sauf que c'est beaucoup plus fort sous les latitudes indiennes quand même. Tout à fait. Donc toi, Dorothée, tu proposes d'accompagner tes clients dans des cures Panchakarma. En quoi consiste cet accompagnement ? Alors oui, moi, ce que je propose, alors il y a deux choses. C'est d'abord, je ne travaille jamais seule. Je travaille avec des agences de voyage parce que j'estime qu'à chacun son métier. Donc dans ma proposition, il n'y a pas du tout s'occuper du billet d'avion, du visa, etc. Ça, c'est l'agence de voyage qui s'en occupe. Ça, c'est pour moi très important parce que ça permet aussi d'avoir une assurance. Parce que quand on part en groupe et qu'il y a des soucis, s'il y a pas quelqu'un qui est agence de voyage et qui a l'assurance, vraiment en termes de compagnie d'assurance pour faire ça, il peut y avoir des soucis. Donc moi je travaille toujours avec une agence de voyage. Et ensuite, mon accompagnement sur place, il est d'abord d'amener les gens à diminuer petit à petit leur prise de nourriture, comment préparer du beurre clarifié pour commencer déjà à préparer son système digestif en ingérant du beurre clarifié, à se préparer aussi mentalement à ce qu'on va trouver sur place, aux sensations qu'on peut avoir. Donc tout ça, c'est dans une préparation au travers de discussions, au travers de massages aussi pour commencer déjà à pacifier le mental des gens. Et ensuite, sur place, pour ceux qui ont besoin, il y a de la traduction, parce que sinon, c'est pas toujours évident de bien expliquer au docteur ses sensations, ses pathologies aussi. Il faut avoir les termes médicaux en anglais. Et puis aussi pour comprendre ce que le médecin va nous donner comme information. Donc il y a cette partie traduction, accompagnement pendant les consultations. Et puis ensuite dans l'après-midi, en fonction des soins des uns et des autres, on a toujours un moment où on se retrouve pour que les gens puissent me poser la question de voilà, moi j'ai eu tel soin, voilà ce qu'elles m'ont fait, pourquoi elles m'ont fait ceci, pourquoi moi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça va faire dans mon corps, voilà quelles sont mes sensations. Parce que sur place, on se retrouve avec des équipes de ce qu'ils appellent les thérapistes, vraiment voilà les masseuses et les masseurs, qui souvent eux ne parlent déjà même pas l'anglais. Donc leur poser la question et comprendre quand ils vont répondre en malayalam, c'est ou en hindi, c'est un peu compliqué. Un autre challenge. Voilà, c'est un autre challenge. Donc ça permet aussi que les gens ne ressortent pas du soin avec plein de questions dans la tête et que ça les perturbe plus qu'autre chose, et que nous on se retrouve et qu'on explique et qu'on apaise, et que parfois on puisse dire pendant tel soin, voilà la sensation qu'il y a eu parce qu'ils n'ont pas su l'expliquer. Voilà, on a tout ça, et puis c'est une manière aussi de les mettre un petit peu dans un cocon. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, si il y a besoin, je sais pas, de rajouter la clim dans la chambre, s'il y a besoin de peut-être prendre des repas à une heure différente parce que la personne se sent, de pouvoir les accompagner dans tout ça. Donc de vraiment les mettre dans un cocon. C'est pour ça que moi je fais toujours des petits groupes, pas des grands groupes, voilà, c'est un côté un petit peu maternant qui est comme vous allez être épluché comme un oignon, comme vous allez peut-être vous sentir même émotionnellement perturbé, de pouvoir être présent pour pouvoir et les écouter et les accompagner et les mettre dans ce cocon pour qu'ils puissent vraiment profiter à 100% de la cure. L'Inde, surtout si on n'y a jamais été, ça peut être heurtant par le bruit, par le monde, par les odeurs, et tout simplement par une manière de vivre qui n'est pas forcément la nôtre. Donc voilà, essayer d'amener certaines explications, certains
certains conseils, ne serait-ce que au niveau des repas aussi. Parfois, comme c'est en buffet, les gens sont un petit peu perdus. Leur dire, sauf pour certains qui vont avoir un menu bien particulier qui leur est amené à table. Il y en a d'autres, il faut pouvoir leur dire, ça oui, tu peux en prendre, ça non, tu peux éviter, ça tu peux en prendre en petite quantité, etc. Voilà c'est super cet accompagnement que tu fais, parce que c'est vrai que l'Inde peut être tellement bouleversante en fait, que ce soit en panchakarma ou pas d'ailleurs. Hein. C'est vrai que le rythme de vie est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir nous en Europe. Oui. Oui, et puis l'accompagnement au départ, il est aussi d'expliquer aux gens un petit peu ce qu'ils vont trouver sur place, parce que quand on part en se disant souvent les cures, et même moi je conseille de faire plutôt les cures dans le Kerala que dans le nord de l'Inde. Hein. Mon docteur Partap n'aimerait pas m'entendre dire ça, mais parce que ça peut vraiment être très bouleversant. Donc on peut s'imaginer, se dire, voilà, je vais partir sous les cocotiers, sur les plages du Kerala, boire mon lait de coco dans la noix tous les matins, ça va être formidable. Et puis, se retrouver avec la réalité indienne, qui est pas, qui est comme pour partout, hein. C'est pas que les cocotiers et la chaleur. Donc, il faut préparer les gens à ça et préparer les gens aux soins qu'ils vont avoir aussi. Parce qu'ils se disent, c'est sympa, moi, ça va être les massages que Dorothée me fait, puis je vais en avoir 2 par jour. C'est pas exactement ça. Bon, ok. Tu nous enverras, Dorothée, si tu as des adresses de centres de cure Panchakarma en Inde, on les mettra dans les notes de l'épisode. Et le lien également vers les accompagnements que tu proposes, j'imagine. Oui, tout à fait. Je vous mettrai tout ça. Mais je trouve que c'est une très très belle idée, cette série d'interviews. D'une part parce que ça va vraiment permettre de démystifier et de clarifier aussi vraiment les deux sur le panchakarma. Qui aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé un peu dans tous les sens pour dire cure indienne, panchakarma, sauf que ça a une vraie signification et ça a une vraie implication. Donc c'est bien d'amener cette connaissance et cette clarification. Ouais, c'était important pour nous de clarifier ça, c'est vrai, parce qu'en tant que praticienne, on a quand même pas mal de clients qui nous disent moi je veux faire un panchakarma avant même de. C'est même parfois des gens qui connaissent juste l'Ayurveda de loin. C'est très bien qu'ils veuillent aller faire un panchakarma, mais c'est vrai qu'il faut, il y a quand même un besoin d'explication par rapport à ça. Voilà. Ouais. Et donc dans l'épisode suivant, on recevra on aura le point de vue du médecin là sur le panchakarma, et l'épisode encore d'après, on aura quelqu'un qui a fait un panchakarma, qui viendra nous expliquer son expérience. Et le ressenti, ça c'est très important. C'est très important, ouais. Oui, tout à fait. Donc nous arrivons à la fin de cet épisode où nous avons pu partager ton point de vue en tant que praticienne sur le panchakarma. On aimerait te poser la question, savoir, toi, est-ce que tu as déjà fait des panchakarma, ou si t'en fais, est-ce que t'en fais de manière régulière? Alors oui, moi j'en ai déjà fait. Alors je n'en ai fait qu'un parce que le reste du temps j'accompagne. Donc j'en ai fait un seul vrai à Maitreyi, qui était vraiment une super expérience. J'ai fait aussi, on va dire, j'en ai fait un demi quand j'ai accompagné ma maman, mais j'étais quand même très très focus sur elle. Sur elle. Donc j'ai juste fait tout ce qui était purge, et ce que ça m'a apporté d'abord en termes de santé. Le panchakarma que j'ai fait, même si c'était le demi panchakarma que j'ai fait avec ma maman, a réglé mes problèmes de constipation. Et depuis, je ne suis plus constipée. Alors que c'est une constipation. Je pense depuis que je suis toute petite. Hein, ma mère m'a amenée à l'hôpital quand j'étais nourrisson. Donc je me traînais depuis déjà des années et des années. Donc ça, c'est uniquement justement les kashayam qui m'ont permis de remettre ça en ordre. Et puis après,
la continuité de ce que je fais à la maison, évidemment, hein, la prise en compte, la prise de conscience, et puis la continuité de ce que je fais à la maison. Et le deuxième m'a amené, alors ça va être peut-être étrange ce que je vais dire, le deuxième m'a permis d'enlever beaucoup de peurs. Et notamment une des peurs qui est très caractéristique que j'ai perdue après ce panchakarma, c'est la peur des araignées. D'accord. Alors ça peut sembler un peu loufoque ce que je dis, hein, mais il y a vraiment eu un travail de libération sur qui je suis, de prise en compte de toutes ces peurs, de toutes ces barrières qu'on peut se mettre sur ça je peux pas faire, ça c'est pas pour moi, voilà, et ça a enlevé des barrières, et je l'ai vu concrètement sur la peur des araignées. Et clairement, ça c'est quelque chose que mon entourage au début s'est dit ah oui bon c'est bon. Oh bah tiens, tu peux la sortir s'il te plaît. Alors qu'avant, j'aurais crié, je serais partie au 3e étage de la maison, et en appelant mon mari, en lui disant il y a une araignée dans la cuisine. Non, ne la sors pas, tu l'as, elle peut rentrer. Bah, vous voyez, et aujourd'hui, oui, je la regarde et je lui dis est-ce que tu peux la sortir s'il te plaît. On ne peut pas encore aller prendre dans tes mains. Mais je ne vais pas encore les prendre dans les mains. Non, je ne suis pas encore allée prendre dans mes mains, mais j'admets que nous partageons le même espace après tout, et que oui, parfois elles peuvent rentrer dans la maison, et j'en fais pas un drame. C'est intéressant parce qu'en fait, outre l'aspect physique que peut avoir le panchakarma, donc au niveau émotionnel et mental, il y a énormément de conséquences également du coup. Oui, vraiment. Vraiment, mais je pense que c'est parce que les deux vont ensemble. Quand on se sent bien dans son corps, quand on sent cette légèreté, ça ouvre aussi au niveau mental. Hein, le système digestif, parce que le panchakarma travaille beaucoup sur nettoyer les toxines dans tout le corps, mais beaucoup au niveau du système digestif, parce que c'est vraiment notre socle. Hein. Et au niveau digestif, on se sent plus léger, on se sent on se sent nettoyé, on respire mieux, et ça joue aussi au niveau mental énormément. Mais on le sait, hein, même en allopathie, on sait très bien que une trop forte constipation peut lier à des problèmes mentaux. Hein, dans les maisons de retraite, chez les personnes âgées, on fait très attention à ça. Tout à fait. On a une autre question rituelle, Dorothée, c'est de te demander tes projets. Donc, à part l'élevage d'araignées, est-ce que tu as d'autres projets pour les mois en cours, pour les mois à venir? Alors, en plus, cette période particulière fait qu'on a plein de temps pour penser à tous ces projets. Après, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir se concrétiser? Mais bon, voilà. Donc il y a j'en avais parlé la dernière fois, et c'est vraiment moi le projet en ce moment qui me tient à cœur, c'est le groupe auquel nous appartenons toutes les trois de la FFA, la Fédération française d'Ayurveda. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un des projets où je mets mon temps et mon énergie. Ensuite, il y a l'accompagnement de cure. Donc cette année, c'est avec l'agence de voyage Utotrip. Et donc le voyage est prévu sur fin juillet de mémoire. Ça doit être 27 juillet, 10 août. Ça sont les deux gros projets. Et puis ensuite, il y a toujours les ateliers avec Bissaume. Paris, dans le 16e, avec la marquetage également. Voilà un petit peu les projets qui sont en cours. Mais le gros projet, c'est vraiment la FFA. Réussir à structurer et à monter, et même là, je me disais dans cette situation particulière qui nous touche aujourd'hui, comment aider les praticiens, comment aider les étudiants,
avoir cette solidarité, d'avoir ce fonds peut-être au sein de la FFA qui nous permettrait d'aider les praticiens qui sont obligés de fermer leur cabinet aujourd'hui. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui me semble important. Et donc notre dernière question rituelle, c'est notre instant de gratitude. Donc tu avais déjà répondu à cette question dans un épisode précédent, mais nous te la reposons aujourd'hui pour savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? La vie. Remercier la vie parce que voilà, moi je suis vraiment très très chanceuse. Je suis confinée dans une maison avec un beau jardin. Voilà, j'ai pu aller faire mes courses hier, juste avant le confinement, sans faire 4 heures de queue, parce que j'habite une zone qui est encore assez protégée, pas trop, voilà, un petit village pas trop grand, mais en même temps, je peux faire l'interview avec vous parce qu'on est toujours connectés. Voilà, donc je remercie vraiment la vie. Et certainement aussi toute cette connaissance que les rishis nous ont apportée, que les Indiens ont conservé et qu'ils nous ont transmis aujourd'hui, parce que c'est vraiment de ça dont nous allons avoir besoin sur ces prochaines décennies. Toute cette connaissance qui nous permet d'adapter nos routines de vie, d'adapter nos rythmes de vie, reprendre confiance, reprendre conscience aussi de l'instant présent, de notre corps, enfin tout ce qui nous aide à vivre mieux. Et toute cette connaissance, une petite partie de cette connaissance est arrivée jusqu'à moi, et j'en suis pleine de gratitude. Merci beaucoup Dorothée pour nous avoir partagé ton témoignage sur le Panchakarma, de ton point de vue de praticienne en Ayurveda. On a été ravis de te recevoir à nouveau sur le podcast. Et puis, on te souhaite plein de belles choses pour tes projets à venir et puis plein de belles choses pendant cette période que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout le travail que vous faites encore une fois. Je sais à quel point ça demande du temps, de l'engagement et tout ça avec toutes les activités que vous avez à côté. Mais vous faites énormément pour l'Ayurveda francophone et je trouve ça génial. Je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Écoute, on le fait avec énormément de plaisir et on aime toujours tellement ça, partager tout ça avec nos auditeurs. C'est un vrai plaisir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!